c'est quelque chose de plus en plus important, donc on va vraiment prendre ces deux aspects-là au cours de la soirée. Et le tout début, alors si vous avez déjà suivi effectivement les meetups Data Intelligence, vous savez qu'on essaye toujours de démarrer par les 15-20 minutes de vulgarisation, quand on est peut-être dans des choses trop simplistes non plus, mais voilà, pour donner à tout le monde le minimum pour se débrouiller après, avoir les concepts nécessaires pour la suite de la soirée. Alors, juste quelques définitions rapides. L'open data, et alors question quiz, allez, je vous la pose à vous. Donc vous avez quatre possibilités. Donc pour vous, l'open data aujourd'hui, est-ce que c'est la liste des arbres plantés en 2013 dans la commune de Pontarlier? Petit b, l'ensemble des travaux parlementaires au format PDF. Donc je précise bien que ce sont des images qui ont été remises dans un PDF, voilà, c'est pas du texte dans un PDF. Est-ce que ce sont des API complètement incompréhensibles si on n'est pas développeur, et du coup il y a une inversion d'image, mais est-ce que c'est, petit d, une mine d'or si on sait bien s'y prendre? A, B, C, qui vote pour le A? Bon, allez, on est d'accord que notre objectif ce soir, c'est de vous amener petit à petit vers le D, mais vous aurez peut-être aussi reconnu quelques travers quand même de l'open data au travers des trois premiers. Si on parle open data, ben pourquoi pas parler aussi Wikipédia, et bon, une bonne vieille définition Wikipédia pour bien placer le concept. Donc la donnée ouverte, alors c'est la traduction française officielle d'open data, elle se doit d'être numérique, on va voir après les bonnes pratiques sur ce type de format. Elle peut être d'origine publique ou privée, si vous êtes une entreprise, demain vous pouvez faire le choix de mettre de la donnée ouverte, c'est tout à fait possible. Il y a des structures qui vous encouragent à ça, l'édition Etalab par exemple le fait. Mais attention, il faudra le faire de manière structurée, et puis il va falloir respecter quand même au moins trois principes, qui sont de n'appliquer aucune restriction technique. Technique, ça veut dire qu'on va proposer des formats ouverts. Je vous parlais des PDF de l'Assemblée, voilà, c'est du PDF, on est bien d'accord que ce n'est pas un format ouvert. Il faudra que ça soit aussi d'un point de vue sans restriction juridique. Donc pour ça, on pourra faire référence à des licences spécifiques dans le domaine. Et il faudra que ça soit gratuit. Donc, trois éléments qui ne doivent pas être bloquants pour constituer de l'open data. Alors, bon, on ne rentrera pas, non plus, ce n'est pas le but de la soirée, mais sachez qu'il y a des textes de loi qui se font de plus en plus nombreux, qui encadrent ça, en particulier sur l'aspect public, et qui poussent les villes, au moins d'une certaine taille, à pousser leurs données sur le monde de l'open data. L'Assemblée nationale, c'est quand même j'évoquais cet exemple, pousse aussi de plus en plus d'informations à disposition. Le tout, effectivement, derrière, c'est bien beau d'avoir de la donnée à disposition. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière, et c'est vraiment l'idée directrice de ce meet-up et de toutes les sessions qu'on peut faire autour de ça. 10 principes pour l'open data, voilà, juste histoire de voir si justement ce qu'on va trouver respecte bien ces principes forts. La donnée doit être complète, donc si j'ai les arbres à Pontarlier, que je m'intéresse peut-être à une région un peu plus vaste, j'espère que les autres communes ont fait le travail aussi de référencer leurs arbres. Ces données doivent être primaires. Alors attention, si j'ai juste par exemple le nombre d'arbres par rue de Pontarlier, bon, c'est peut-être pas grand-chose. Si j'ai leurs coordonnées GPS précises, ça sera déjà quelque chose de plus intéressant. Je vous ai donné les arbres de 2013. J'imagine qu'il y a dû avoir quelques travaux horticoles depuis, donc on parlera de données fraîches. On espère avoir au moins celles de l'année précédente. Format numérique, accessible électroniquement. Lisible aussi par une machine, on ne va pas s'amuser, nous humains, à traiter de la donnée open data, il faut que ça soit lisible par une machine, et vous aurez une démonstration juste après avec Sébastien sur comment concrètement, avec un outil gratuit d'ailleurs, on peut faire ce genre de choses. Pas de discrimination pour l'accès, donc on ne doit pas, ne serait-ce que renseigner un login ou créer un compte pour accéder à tout ça. On est en standard ouvert, donc on va préférer effectivement des formats de type CSV ou à des formats Excel. On parlait de la licence à l'instant. On doit le retrouver de manière pérenne, c'est-à-dire que si demain mon modèle alors imaginons que je sois toujours intéressé par le domaine horticole en Bourgogne et que j'ai trouvé un très bon modèle de machine learning qui me dise combien d'arbres je vais réussir à vendre, pot de fleurs dans la commune de Pontarlier parce que j'ai utilisé l'open data pour ça. Si demain on me coupe ma source d'open data, mon super modèle de machine learning, bien sûr, il tombe à la reverse, il tiendra et je ne pourrais pas lui fournir de nouvelles informations. Donc, pérennité, données fraîches et données pérennes, c'est peut-être aujourd'hui, à mon avis, les deux choses les plus délicates. Gratuité, bien sûr, pour l'accès à ces données.
Donc voilà une petite checklist, si on vérifie ces 10 principes-là, on est effectivement bien dans le cadre d'une bonne open data. Alors, quelques exemples concrets. Donc voilà, ça c'était la partie rapide pour placer le périmètre. Et maintenant on passe à des choses concrètes. Alors ça c'est pas vraiment de l'open data. Vous verrez que la troisième intervention du cours de ce soir touchera à ces points-là. Vous, en tant que participant à ce meetup, vous avez fourni de la data. Vous en avez fourni sur le site Meetup, vous vous êtes inscrit, vous avez coché toutes les cases qu'il fallait pour ça, vous avez donné votre nom, votre prénom, vous avez peut-être uploadé une photo, vous avez peut-être associé un compte Facebook ou un compte LinkedIn, et bien on va le savoir. Et on va surtout savoir si vous avez des points communs avec d'autres membres de la salle. On ne transforme pas Meetup en Meetic. Mais voilà, vous allez peut-être vous reconnaître pour certains. Alors juste pour le... Où est-ce que j'ai fait ça? Bon, Sébastien et moi, on travaille avec Microsoft, pardon. Je dis devant tout le monde. Donc c'est un outil Microsoft. Bon, nous passons là-dessus. Donc j'ai importé ici avec l'API, Meetup. C'est Meetup qui m'a fourni un accès à ces données. J'ai importé la liste des participants, donc ce qu'on appelle les membres du groupe. Il se trouve que j'ai eu accès à tous vos centres d'intérêt. Vous avez participé à peut-être plusieurs Meetup. Je ne sais pas trop mettre les noms en évidence. Alors on va regarder. Là je me suis fixé pour l'instant sur les personnes qui aimaient la data. Vous voyez que data, il y a quand même finalement pas mal de déclinaisons de la data. Il y a au moins 15 sujets différents qui traitent de data parmi vos centres d'intérêt. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Par exemple data science. Donc voilà, les personnes qui se reconnaîtront peut-être ici sont en lien. Voilà, le centre d'intérêt ici, c'est la data science. Vous êtes peut-être en ce moment, vous, dans la salle, proche d'autres personnes qui ont ces mêmes centres d'intérêt. Alors, là, on peut récupérer, et donc on est bien d'accord que vous avez fourni ces données-là. On va essayer quelque chose d'encore plus troublant. Alors, il se trouve qu'on peut géolocaliser assez facilement les personnes. Alors, bon, je ne vais pas trop vous dévoiler d'informations. Pardon, je n'ai pas entendu. Alors, bon allez, je vous donne pas mon adresse exacte, mais il se trouve que voilà, l'API Meetup me géolocalise plutôt pas mal. Donc, voilà, grâce à, je ne sais pas trop comment d'ailleurs pour le coup, sans doute peut-être sur le poste qui m'a servi à faire l'inscription, mais voilà, on retrouve les membres de ce Meetup. Alors voilà, on est un petit peu plus nombreux, mais voilà, il y en a qui viennent de plus loin. Voilà, donc, juste un exemple ici pour vous dire que de la donnée, on en fournit partout. C'est pas de la vraie open data, ça on est bien d'accord, mais c'est de la donnée qui s'est quand même à un moment retrouvée à disposition de personnes plus ou moins bien intentionnées. Voilà, ici, c'était juste à fin de démonstration. Alors, deuxième source d'open data. Là, je fais plutôt référence du coup à la présentation qui viendra juste après, mais on va plutôt se penser maintenant sur des cas d'entreprise. Vous avez sans doute tous répondu, d'une année ou une autre, au référencement de l'INSEE. Il se trouve que ces données-là sont aussi disponibles. Donc, alors maintenant, l'INSEE fait des référencements glissants. C'est plus c'était tous les 6 ans avant, mais maintenant c'est sur des périodes glissantes. Mais en tout cas, la donnée ici sera fraîche de 2014. Et on va retrouver toutes les données de l'INSEE, soit par individu, soit par foyer, donc en logement. Et qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça? On va pouvoir se poser des questions si on est par exemple demain vendeur de système de climatisation, si on veut viser des ménages à 2 véhicules, sachant qu'ils ont sans doute un niveau de vie assez élevé, ou si tout simplement on se pose la question, vous allez voir que c'est très précis, est-ce que vous avez des toilettes chez vous? Voilà, donc l'open data va répondre à ce genre de questions. Alors, même outil. Donc, j'ai chargé ici les bases mises à disposition par l'INSEE, juste pour le plaisir de la performance. Je vous montre le nombre de lignes contenues là dans mon fichier. On a placé 1,6 milliard. Voilà, donc 1,6 milliard, c'est 65 millions d'individus fois un nombre derrière d'indicateurs assez élevé. Et donc voilà, je peux identifier ici la proportion de véhicules à 2 voitures. Alors, au niveau de ce qu'on appelle l'IRIS, l'IRIS c'est une subdivision de la commune. Mais voilà, donc toutes ces informations-là, elles sont à disposition. Si demain j'ai un plan marketing qui vise spécialement les personnes ayant déjà 2 véhicules, je vais facilement identifier des zones où il sera plus efficace de faire ma campagne. Voilà. Il y a des constructeurs qui l'ont fait, c'est pas
Et on peut fouiller comme ça une quantité d'indicateurs. Si je vous montre rapidement la liste d'indicateurs, alors je ne suis peut-être pas forcément parlant là-dessus. Enfin, bon, voilà, tout est documenté. Et vous avez donc jusqu'à effectivement le fait que le logement possède ou pas une salle de bain, des toilettes. Hein. Voilà. Donc on rentre quand même vraiment dans votre intimité. Enfin, l'INSEE le fait et le met à disposition. Et allez, dernier exemple que je vais fournir avant de passer la main à Sébastien, qui va vous montrer comment de zéro on construit ce genre de démonstration. C'est un truc que j'aime bien, moi, que je trouve toujours assez rigolo à présenter quand on parle de scoring. Donc, scoring, c'est pour ça qu'on a beaucoup de temps, c'est-à-dire maintenant machine learning, mais ça fait longtemps que les banques, les assurances essayent de deviner les éléments de manière probabiliste. Un score, c'est une probabilité, et voilà, quelque chose qu'on peut essayer de deviner, c'est l'âge d'une personne. Alors malheureusement, vous allez voir que c'est plutôt l'âge peut-être des enfants que certains peuvent avoir parmi vous, mais on est limité sur cette base, hein, elle n'est plus aussi accessible qu'à une époque, mais j'ai récupéré ici la base des naissances sur Paris ou Île-de-France aussi. Je crois que c'est juste Paris, donc, sur 13 ans, 14 ans. Donc qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux en fait regarder quand est-ce qu'un prénom est le plus fréquent. Alors, vous allez dire quel intérêt? Bon, l'intérêt, c'est par exemple dans le scénario suivant. Vous avez en disposition un site, par exemple de e-commerce. Sur cette plateforme, les personnes ne s'inscrivent qu'avec leur adresse email. Vous n'avez pas d'autres informations sur ces personnes-là. Mais pour autant, vous voulez faire un mailing ciblé, vous voulez cibler les jeunes ou les moins jeunes. Donc comment vous allez faire? Vous allez regarder leur prénom, vous allez détacher dans l'adresse email, vous allez détacher le prénom, et puis vous allez regarder de manière probabiliste quelle est l'année de naissance la plus probable pour ce prénom. Alors ça ne marche pas avec tous les prénoms. Bien d'accord. Mais il y a des prénoms avec lesquels ça marche très très bien. Et une fois qu'on a ça, on peut rentrer cette information-là à nouveau dans un modèle de scoring, modèle de machine. Des gens qui font ce genre de choses aussi, en particulier sur la fraude, par exemple, récupèrent aussi le webmail. Est-ce que vous utilisez Hotmail ou Gmail? Alors, si vous utilisez Hotmail, vous risquez de tomber dans les fraudeurs, historiquement. Plus qu'avec Gmail. Mais c'est probabiliste. Hein. Bon, voilà donc ce qu'on peut faire. Donc, on va faire un petit test. Bon, alors moi j'ai un prénom qui est malheureusement. Je sais pas. Voilà, donc, une fois que la base est chargée, voilà, je saisis un prénom. Je regarde les années où ça sort le plus. Donc ici, l'année qui sort le plus, c'est 2004. Alors, j'aurais dû chercher un exemple de prénom. Je ne sais pas si vous voulez, est-ce que vous voulez me proposer un prénom un peu typé? Après 2004. Il y a peut-être des retours. Alors, on peut regarder, je vais essayer. On va essayer entre garçon-fille. Allez, Joseph, tiens, on va essayer Joseph. Bon, on peut passer des heures à jouer à ça. Je filtre ici. Voilà. Vous voyez que Joseph, a priori, bon, peut-être que la série est en train de pousser, mais on est plutôt sur 2017. Et il se trouve qu'en 2017, le top prénom, alors chez les garçons, c'est quand même toujours Gabriel. Donc, voilà comment rapidement on va, avec de l'open data, décortiquer tout ça, retirer de l'information, retirer de l'intelligence. Donc voilà, 3 exemples simples à partir d'un outil que maintenant donc Sébastien va vous décortiquer. Donc si vous voulez, on prendra quelques... Bon, je peux prendre 2 questions rapidement maintenant, en tant que Computer Stats, si tu veux. Vas-y, prends-les. Est-ce que vous avez, alors, voilà, sur cette introduction, donc les concepts et puis quelques illustrations, voilà, je prends 2 questions. Quel est l'intérêt pour une entreprise de mettre ces données en open data? Ah je sais pas, alors, c'est presque un débat ça. Mais moi ce que j'y vois, c'est que si l'entreprise se lance dans cette démarche-là, elle espère aussi que d'autres le fassent. Finalement, au bout d'un moment, à force de s'ouvrir les uns aux autres, on crée, voilà, on a un niveau de partage qui nous permet d'avoir de l'intelligence. Je fais un peu référence, je me base là-dessus, sur le fait qu'aujourd'hui, on est tous des développeurs ou codeurs dans des boîtes, on répond sur des forums, ça se trouve à des concurrents, sur notre temps de travail, et finalement, ça fait avancer tout le monde. Donc, peut-être que sur la donnée... Je parle de ça parce que il y a l'Open Data Initiative où il y a Microsoft, donc SAP et puis Adobe, qui se sont
effectivement, et qui vise aussi à multiplier les échanges et pouvoir faire des requêtes ou des choses importantes sur les données personnelles. C'est ça. C'est faciliter la transmission de ces données d'une application à une autre. Enfin, je ne sais pas trop si tu as des choses à dire sur l'Open Data Initiative. Non, je ne sais pas si certains, peut-être, on peut ouvrir le débat. Ou si quel est l'intérêt pour une entreprise de mettre ses données en open data? Ils ont annoncé, Microsoft et SAP et Adobe ont annoncé qu'ils se regroupaient dans l'Open Data Initiative la semaine dernière, justement pour faciliter la possibilité à chacun de pouvoir récupérer ses données et de changer c'est peut-être ce qu'on appelle la portabilité. Alors, oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est aussi un volant portabilité. C'est quoi que tu appelles ça? Open Data Initiative. La portabilité, c'est pas forcément ouvert. Ouais. Oui. Parce que sur des données personnelles, il ne vaut mieux pas que ce soit trop ouvert. Il y a Facebook qui le fait, mais. C'est vrai que c'est presque un débat pour les pizzas tout à l'heure, ça, parce que. Après, une question juste. Je pense que ça permet aussi de multiplier la force de travail des gens, juste des gens qui peuvent travailler sur le données, alors que si ça restait en interne, ils prennent plus de temps à les traiter. Oui. Alors que s'il y a plein de gens de différents métiers qui peuvent arriver à une solution plus pertinente rapidement. Oui, je pense par exemple pour une grande entreprise de transport, mettre à disposition la position de ces engins, ça permet à d'autres entreprises de faire mieux que ce qu'ils pourraient faire, d'avoir des outils pour savoir où sont les choses, enfin, où sont les trains par exemple, plutôt que de les garder pour soi et de faire une appli mauvaise qui ne marche pas. Tu peux donner des idées à des prestataires. Laisser les gens qui piocheront dedans, ils apportent de la valeur et vous n'avez pas à faire cette appli pour vous et qui ne rapporte rien. Pas alors, mais ce sujet de débat à suivre tout à l'heure. Alors, je passe la main, Sébastien. Merci Paul. Alors Paul parlait tout à l'heure d'un outil, on peut dire gratuit, qui s'appelle Power BI Desktop. En fait, il a construit ses démonstrations avec l'outil. Donc moi, l'objectif, c'est de faire quelque chose from scratch pour vous voyez comment facilement. Alors, cet outil s'appelle Power BI. C'est vrai qu'il aurait pu s'appeler Open BI parce que vous pouvez le télécharger gratuitement. Bon, après, ce qui devient payant, bien sûr, c'est l'aspect de publication. Dès qu'on veut partager, collaborer et être hébergé chez Microsoft ici, puisque c'est un outil développé par Microsoft, c'est là où ça devient payant. Et vous pouvez en local déjà construire des choses, je vais vous montrer comment. Alors, je me suis basé sur un scénario sur de l'open data, justement, parce qu'on est dans ce thème-là, sur des données de la ville de Paris. Donc on va dire c'est des données foncières ou immobilières des commerces parisiens qui sont mis à disposition par la ville de Paris dans un site qui s'appelle Open Data Paris. Et l'objectif, c'est de dire, moi, ce serait intéressant si je pars sur un scénario que demain j'ai un client ou moi-même, je veux implanter un commerce dans Paris. Je veux déjà faire une étude de marché sur ce qui existe et où est-ce que je pourrais m'implanter idéalement. Là où justement il y a beaucoup de concurrents, parce que dans des zones où il y a beaucoup de concurrents, on dit que c'est pas mal pour le commerce, soit où une zone où je suis tout seul. Donc je vais me baser sur ces données Open Data, et puis je vais me baser aussi sur des autres données de Open Data qui viennent d'un autre site qui s'appelle datagouv.fr, fourni par le gouvernement et qui propose aussi des données Open Data. Ici notamment, ce n'est pas des données foncières, mais c'est plus des données, on va dire, cadastrales sur les villes, et qui fournit un fichier qui s'appelle Fantoire, donc qui veut dire des données topologiques ou cadastrales sur la ville notamment. Ici, c'est fourni dans un PDF. Donc on va dire, moi j'ai besoin de rapprocher des données cadastrales avec des données foncières dans un même modèle pour faire une étude dessus, une analyse. Donc les données d'ailleurs de Paris, c'était les fichiers CSV qui étaient fournis comme ça gratuitement, on peut récupérer. Alors ce que je vais faire, donc je vais démarrer vraiment l'outil et je vais dire que j'ai un module qui me permet d'aller me connecter comme ça à plusieurs types de sources de données, donc de récupérer une source parmi un référentiel de sources qui est assez énorme au niveau de ce qu'on peut récupérer via le cloud, via des données locales, via des fichiers, des bases de données. Et donc là, ce que j'ai un fichier CSV, c'est celui que je vous ai montré, les commerces de Paris, qui est ici. Donc là, je l'ai récupéré en local sur mon poste, que je vais vouloir rapprocher. Donc là, il me donne un aperçu des données. Donc là, je vais les récupérer. Il me les charge dans une table temporaire ici, avec l'outil.
Donc l'outil permet après de faire pas mal de transformations de données, d'aller supprimer les données qu'on n'a pas besoin, d'aller faire des transformations, intégrer des règles de gestion, etc., etc. Et d'aller fusionner ça. Donc là, par exemple, j'ai un nouveau connecteur dans l'outil qui est un connecteur PDF qui me permet d'aller récupérer des données PDF. Donc là, je vais me connecter aux données cadastrales cette fois-ci, qui sont là, donc topologique du territoire. Et là, en fait, il a reconnu qu'il y avait des tables à l'intérieur. Donc moi, il se trouve que c'est dans les pages 5, 6, 7 qu'il y a des données de tables qui m'intéressent. Donc il arrive à reconnaître les données PDF, carrément. Donc je peux lui dire, moi, ces 3 tables m'intéressent, parce que je vais les intégrer dans mon rapport. Donc là, il va me charger, lui, toutes les tables. Mais moi, au final, j'ai besoin plus d'une table de tout ça. Et en plus, pour chaque table, il se trouve qu'il duplique. C'est-à-dire qu'il y avait 2 colonnes, mais qui voulaient dire la même chose. Donc j'ai le droit, alors je ne vais pas le faire sur toutes les tables, parce que ce serait un peu long, mais j'ai le droit de dupliquer une table, par exemple, directement. Donc je crée une nouvelle table. Et dans la deuxième, on va dire que les 2 dernières colonnes ne m'intéressent pas. Je peux les supprimer. Et dans l'autre, je vais faire l'inverse, je vais dire que c'est les 2 colonnes qui m'intéressent. Là, j'ai supprimé. Là, je les supprime, les 2 premières. Et l'objectif, c'est de dire après, je voudrais concaténer les 2 tables et en faire une seule. Donc l'outil me permet, avec tout un tas de transformations, de dire je fais un ajout entre des tables, dans une nouvelle table, en prenant, donc c'était la page 5 par exemple, et page 5.2. Donc, voilà. Et là, alors, sauf qu'il n'a pas très bien compris, c'est que les colonnes n'avaient pas le même nom. Donc lui, il les a mis côte à côte. C'est pas ce que je voulais, donc il faudrait qu'elles aient le même nom. Donc ce que je vais faire dans la page 5.2, je vais dire que c'est code et libellé. Et dans l'autre, je vais donner le même nom par contre, pour qu'ils s'y retrouvent. Code et libellé. Et je vais recommencer à faire le... Donc là, on voit une nouvelle table qu'il a créée, que je peux appeler cadastre, par exemple, qui a en fait concaténé les 2 tables dans lesquelles j'ai fait des manipulations. J'ai vraiment fait ça ici. Donc après, l'objectif de l'outil, je ne vais pas construire tout de A à Z, mais c'est de pouvoir appliquer les modifications, charger des données dans des tables, et ensuite de proposer à l'outil, alors comme on fait de la BI, généralement, on va faire de la modélisation dimensionnelle, faire ce qu'on appelle un schéma en étoile, et faire des relations entre les tables. Et typiquement, ma table des commerces, ici, moi, ça m'intéresserait de la relier à la table du cadastre. En fait, où il y a le code du cadastre que je voudrais relier à celui des commerces de Paris. Donc après, l'outil me permet de faire les relations. Donc par exemple, ici, ça serait l'équivalent dans cette table, c'est le FRA, CFA. Qui me dit, je voudrais relier les codes entre eux et faire des relations éventuellement pour relier les tables entre elles. Donc après, je suis dans un modèle homogène où j'ai des tables, l'une qui prend le finalement d'un PDF et l'autre d'un fichier CSV, dans lequel je vais faire des relations purement de manière homogène. Donc une fois que le modèle est fini, donc on obtient normalement, c'est un peu comme quand on fait la cuisine, hein, je mets ça dans le four et puis hop, 20 minutes se passent, on ressort, tout est fait. Hop, donc on obtient un modèle qui a été, mon modèle est déjà fini, donc avec les données immobilières ici, reliées justement avec les données liées au cadastre, qui sont par ici. Et je vais vouloir maintenant faire la représentation graphique liée à mon analyse. Donc ce que je vais faire, je vais avoir besoin d'un côté d'avoir les types d'activités. Ce qui m'intéresse, c'est les types d'activités des commerces. Donc ça, c'est dans une table de dimensions, donc dans laquelle on a l'ensemble, on va dire, de toutes les activités.
Donc ça, cette représentation ne m'intéresse pas, je voudrais avoir ça sous forme de bar graphe ici. Donc je vais dire que je vais avoir des bar graphes comme ça. Et ce qui m'intéresse comme information, c'est le nombre de commerces à chaque fois qu'il y a. Donc je vais récupérer l'information liée au nombre de commerces. Et je vais vouloir dire, je l'affiche comme ça. Pour ça, on va dire que ce n'est pas très lisible. Donc je peux aller dire, moi ce qui m'intéresse, c'est le top 10. Je ne vais pas m'arrêter à tous les commerces de Paris. Je vais prendre le top 10. Donc à l'intérieur, j'ai la possibilité de faire des calculs top N, on va dire, ou bottom N. Ici, je dis, je fais un top N 10 des nombres de commerces. Donc je lui dis directement, fais un top 10 et applique-moi le filtre. Donc là, j'obtiens le top 10, trié dans l'ordre décroissant. Et puis après, on va augmenter pour voir un petit peu mieux la police à ce niveau-là. On va mettre un peu plus gros, on verra mieux. Et puis augmenter la taille ici en largeur, maximum size à l'intérieur démographique. Pour voir un peu les statistiques liées au commerce de Paris. Il y a plus les bureaux en boutique. Et puis on décroît après comme ça. Alors après, je vais vouloir dire, je veux croiser ça par arrondissement, par exemple, et avoir aussi les statistiques par arrondissement. Donc je vais faire un peu le même type de graphique pour les arrondissements. Donc les arrondissements, je les ai ici. Je vais afficher un graphique avec le nombre de commerces aussi par arrondissement. Sauf qu'il est mal affiché, on va le mettre en axe. Et je vais vouloir les afficher là-haut, comme ceci. Bon, les blancs, j'en ai pas forcément besoin. Et au final, je voudrais les afficher dans une carte. On avait vu la carte tout à l'heure. Donc là, on va dire, je vais avoir une adresse complète des rues, qui est dans les données de fait ici. Et je vais les mettre au niveau de la taille. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est par rapport à la surface du commerce. Donc plus la surface est grosse, plus la bulle va être grosse. Voilà. Et puis je vais afficher ça dans une carte plus le partenaire ici, Esri, qui propose aussi ces fonds de carte. Donc il faut avoir une connexion Internet. Et après, je peux commencer un peu mes analyses en disant, voilà, si je veux ouvrir un salon de coiffure, où sont les salons de coiffure? Quelle est la proportion par arrondissement? Donc là, on ne voit pas très bien, mais a priori, c'est dans le 15e ou 18e où il y a le plus de coiffeurs, où ils sont répartis. Ou faire l'inverse, aller dans un arrondissement et voir un petit peu... alors après, on peut aller zoomer un petit peu à l'intérieur. Bon, là, on est dans le 18e, on va voir qu'est-ce qu'il y a le plus. Donc dans le 18e, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de locaux vacants en premier et des bureaux en boutique. Et voilà où ils sont répartis. Et je peux directement après avoir les adresses, les superficies. Et on pourra aller plus loin, faire un clic droit dedans, avoir la fiche du commerce, etc. Voilà, donc j'ai fini pour la petite démonstration. Comment produire ce type de rapport avec un outil qui s'appelle Power BI et que vous pouvez récupérer si vous tapez sur Internet Power BI Desktop, vous pouvez le télécharger gratuitement et faire ce genre d'animation et de présentation gratuite. Voilà. Merci Sébastien. Alors, la prochaine intervention, donc, ça sera François Vincillon qui va de la société SideTrade, qui se présentera pour démarrer. Donc toujours le temps qu'on fasse les changements de plateau. Si vous avez des questions pour Sébastien sur Power BI, ouais. Est-ce qu'il y a une solution pour certifier les données? L'outil qu'on a vu au début, c'est un outil de data préparation. Donc c'est une forme d'outil de qualification de données. Après, ça dépend de ce que vous appelez par qualifier la donnée. Est-ce qu'il y a une carte sur les formations à respecter? J'entends pas très bien, désolé. Est-ce qu'il y a une carte pour les fournisseurs? Une carte, un framework pour les fournisseurs ou un ordre à respecter? Pour le fournisseur? Pour ma fournisseur. Non, il n'y a pas d'outil capable de se connecter sur du type de format, que ce soit du CSV,
Là, on a vu du PDF, des bases de données, Oracle, SQL Server, des fichiers plats. Il n'y a pas de contrainte au niveau des sources, en tout cas. Il n'y a pas un organisme qui perpétue les données. C'est-à-dire La CIA. Après, ces données sont fournies par ici, c'était la mairie de Paris et le gouvernement, donc c'est eux qui sont maîtres de leurs données, de leurs sources. Ils les diffusent et c'est eux qui l'ont certifié. Après, je ne vois pas. Voilà. Il y a d'autres questions? Il y en a, alors vous avez des outils comme Tableau ou ClickView, par exemple, qui sont payants. Dans le côté open source, j'en connais moins, mais il y a des outils Pentao, par exemple. Ouais. Mais l'avantage de Power BI, c'est pour faire de la BI, on va dire comme ça, personnelle, ou pour faire des présentations, et en plus, publier en PDF si on veut derrière, c'est gratuit. Voilà. Question, est-ce que c'est possible de faire purement sur Power BI? Ouais. C'est-à-dire la personnalité, le process que... Alors après, il y a des composants, on peut appeler les API Power BI, service, et on peut customiser le développement derrière. Power Apps, Flow, choses comme Ça, ça. c'est pour faire des formulaires, des applis, des apps pour les smartphones et tout. Ça, on peut le faire avec un outil comme Power App, par exemple. Il y a des licences payantes Pour Power App? Alors, je connais moins l'outil, mais c'est dans la même logique. Power Apps, c'est ouais. ce qu'on appelle les business apps Ouais. chez Microsoft. Donc avec le Common Data Normalization, CDR. Donc là, on entre un peu dans du payant, sauf si tu as Office en version Enterprise 3, 20, Voilà, on mord un petit peu sur les plates-bandes d'un autre meet-up qui était dans notre graphe de relation tout à l'heure, qui s'appelle le Club Power BI, donc qui saura, voilà, il y en a peut-être caché dans la salle, voilà, qui saura vraiment répondre à toutes ces questions-là. Mais je suis l'inverse aussi. Ouais, il faut faire. Il faut croiser les communautés. On passe à la deuxième présentation. Allez, c'est parti. Bonjour, merci d'être là, nombreux et tout, c'est sympa. Donc je vais vous parler d'Open Data. Mon nom est François Bansillon. En 2011, on a démarré une société qui s'appelait Data Publica, qui était basée sur l'Open Data et qui a réalisé, avant que Etalab et Data.gouv existent, le premier annuaire des données publiques disponibles en France. On a essayé de créer une start-up à partir de ça pour générer du business. Comme toute start-up, on a pivoté un certain nombre de fois de l'open data. Après ça, on a fait une place de marché de données qui n'a pas du tout marché. Après ça, on est devenu sourceur de données, ça a marché. Et en devenant sourceur de données, on s'est spécialisé progressivement sur les données entreprises, parce que c'est là-dessus qu'on a eu une plus forte demande. On a évolué vers leur application à quelque chose qu'on a baptisé le marketing prédictif. Depuis, on a été racheté par une boîte qui s'appelait SiteTrade, je vous en dirai un mot. Voilà ce que je vais vous raconter. Je vais vous expliquer d'abord que donc le mouvement Open Data en France est important, dynamique et tout. Il y a une vraie poussée vers ce genre de choses. Deuxièmement, la France est un des pays européens les plus actifs sur le domaine. On a souvent comparé les données au pétrole. Moi, je ne suis pas très fanat parce que je ne trouve pas que l'image soit positive. Moi, je vois plutôt ça comme l'eau. C'est une source parce que ça se réutilise tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on continue à trouver, en cherchant, des sources de données qui étaient inconnues et utilisables. Je vous donnerai quelques exemples. Le combat n'est pas gagné, on continue à se battre contre un certain nombre de gens qui refusent de sortir leurs données. Je vous donnerai d'autres exemples. Après ça, je vous dirai un mot sur l'évaporation des données, que ce soit ouvert ou pas, ça s'évapore tous les jours. D'accord, la donnée est là, vous passez le lendemain, elle n'est plus là, donc il y a un problème.
Et puis je vous expliquerai deux choses sur ce que moi j'appelle les systèmes à stock et les systèmes à la demande. Je vous dirai un mot de ce qu'on fait chez SideTrade et je finirai par une démo hyper rapide. En 2015, la DILA, la Direction de l'information législative et administrative, a décidé d'ouvrir un certain nombre de ces données. Le BOAMP, donc qui liste l'ensemble des marchés publics en France, le BODAC, qui liste l'ensemble des annonces civiles pour les entreprises, et le BALO, qui liste l'ensemble des annonces obligatoires par les entreprises cotées. D'accord ? En 2014, la DILA nous expliquait qu'il était impossible de mettre ces données en open data sans que l'État s'effondre, que la DILA disparaisse, etc. D'accord ? Mais ils l'ont fait, il ne s'est rien passé, tout le monde a été content, on a pu s'en servir et tout. L'INPI n'était pas négatif au départ et à sa propre initiative. En 2015, ils ont ouvert les marques, les brevets et les dessins, et c'est disponible et accessible, et on peut accéder à ces données. Le combat sur le RNCS, c'est-à-dire ce qu'on appelle les données infogreffe, quand vous tapez infogreffe, c'est ça que vous trouvez, a été dur et pénible. Donc c'est la loi Macron qui a imposé aux greffiers des tribunaux d'ouvrir leurs données, et il a fait pire que ça, parce qu'il a demandé à l'INPI de faire la diffusion des données. Donc ces deux organismes qui se détestent cordialement se sont battus là-dessus. Ça a été un long combat, j'y reviendrai une seconde, un tout petit peu plus tard. Ensuite, l'INSEE a ouvert le fameux fichier Sirène, et il y a 10 millions de sirènes en France, en 2017. Et tout ça, c'était magique. Hein. Personne n'y croyait. Moi, je pensais que l'ouverture du Sirène, ça allait être un combat de 10 ans. Ça s'est fait comme ça. Les données de l'ACOS ont été ouvertes aussi. Alors, tout ça, je pense, est dû au militantisme réussi de Etalab, data.gouv.fr. C'est dû à l'action de quelqu'un qui s'appelle Henri Verdier, qui est un homme énergique, intelligent et visionnaire, et qui a mené son combat. C'est un combat parce que beaucoup de gens se sont battus contre ce genre de choses. Il y a une résistance majeure chez l'individu à sortir ses données, à montrer sa copie. Moi, je pense que c'est lié au fait, en France, que nous sommes un pays à racines catholiques. L'ouverture des données, c'est un concept de protestant. Le fait d'aller lire la Bible, ça a quand même été apporté ailleurs. Voilà. Alors, toutes ces données ne sont pas sous des vraies totales licences libres. D'accord ? Donc, il y a des puristes de la licence libre qui vous diront effectivement que les données INPI, que ce soit celles des marques et des brevets ou celles du RNCS, ne sont pas sous une vraie licence libre, il faut passer sous des conditions. En tout cas, elles n'obéissent certainement pas aux 10 conditions de la Fondation Sandbach. Mais personnellement, j'en ai rien à brosser. C'est-à-dire, il suffit de remplir un formulaire, on accède aux données, elles sont disponibles. Donc, qu'on se batte pour que les données soient la licence libre qui a été éditée par Etalab, notamment, soit strictement utilisée, c'est bien, mais c'est pas ça le combat. Le combat, c'est vraiment de les ouvrir, et c'est ça qui est intéressant. Alors, là, il faut être fier d'être français. Le French bashing est quand même fort dans ce pays. On est en avance sur l'Europe par deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu cet effet d'ouverture des données et qu'on a un fichier qui s'appelle le Sirène qui liste l'ensemble des entreprises, ce qui fait partie de la transparence du fonctionnement économique d'un pays. En Allemagne, cette liste n'est pas disponible. En Italie, cette liste n'est pas disponible. Dans la plupart des autres pays européens, elle est disponible. Voilà. Et la Hongrie, à mon avis, en ce moment, ne doit pas avoir un goût fabuleux pour la notion d'ouverture des données. On a quelque chose en France qui est unique au monde, c'est la publicité sur les résultats financiers des entreprises. D'accord ? Ça s'est dégradé il y a quelque temps.
parce qu'on a autorisé les entreprises en dessous d'un certain seuil, je ne sais plus, ça doit être 5 millions d'euros de revenus, à ne pas publier, ce que la plupart des petites entreprises font maintenant, elles ne publient pas. Mais par exemple aux États-Unis, on distingue entre les entreprises privées et publiques. Une entreprise publique, c'est une entreprise qui est cotée. Une entreprise privée, c'est une entreprise qui n'est pas cotée. Donc les entreprises cotées aux États-Unis, c'est quelque part entre 0,1% et 1%. Et toutes celles-là n'ont aucune publicité de leurs résultats financiers. Donc dès qu'une entreprise sort de la côte, on ne sait plus rien sur ses résultats. En France, on a les résultats financiers sur à peu près 25 à 30% des entreprises, ce qui est énorme et qui donne une bonne indication et qui permet et qui nous met parmi les pays les plus transparents et les plus visibles. Ça veut dire qu'on peut valoriser ces données et faire des choses intéressantes avec. Je vous montrerai les faits. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Il y a une donnée qui est relativement disponible en France, c'est les revenus, c'était bien. Sur les effectifs, c'est assez dur à trouver, parce que la déclaration est moins bien faite. Alors, il y a eu un moment, Lacoste publiait pour chaque, au niveau de l'IRIS, on a parlé de l'IRIS, qui est une délimitation imposée par l'INSEE, et au niveau du code NAF, les effectifs globaux. Et dans la plupart des IRIS, en descendant au niveau du code NAF, il y avait une seule entreprise. Donc vous allez regarder dans cette entreprise ce code NAF et vous êtes capable d'inférer à partir de là les effectifs de l'entreprise fournis par Lacoste. Et il y a un nouveau truc qui vient d'arriver, on a découvert ça complètement par hasard, c'est les élections professionnelles, les délégués du personnel, qui sont maintenant rapportés, disponibles sur data.gouv, entreprise par entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez voir combien il y a de votants, et vu que vous pouvez voir combien il y a de votants, vous savez combien il y a de personnes qui bossent dans cette entreprise. D'accord ? Donc on trouve. Mais c'est un travail de détective et il faut creuser, trouver les dernières poches disponibles. Et donc ça veut dire que ce métier reste passionnant pour la découverte. Alors, la résistance continue. Donc, quand la loi Macron a imposé à Infogreffe l'ouverture des données du RNCS, donc il faut comprendre comment ça marche. Si vous avez une entreprise, chaque fois que vous faites une modification dans cette entreprise, vous changez un administrateur, ou vous changez le lieu, etc., il faut que vous alliez payer Infogreffe pour déposer chez eux l'information de modification de votre entreprise. Et après ça, Infogreffe prend l'information que vous avez payée pour lui donner et la revend aux gens. J'appelle ça du racket et de la double peine. Il y a quelqu'un d'Infogreffe dans la salle? Je demande toujours. Alors, on a imposé aux greffiers, sachant que le revenu moyen mensuel d'un greffier du tribunal de commerce est de 30 000 euros annuel, mensuel, oui. Donc, on leur a imposé ça, ils ont commencé par traîner les pieds, ils ont fait un recours au Conseil d'État, etc., etc. Ils ont fini par perdre. Et finalement, l'INPI a fini par recevoir les données du RNCS et a commencé à les diffuser à partir du début de 2017. Mais ils sont quand même arrivés à résister, ils n'ont pas donné l'historique. Donc il faut encore acheter l'historique chez eux, etc. Il y a une autre poche de données qui est essentielle sur les entreprises, c'est ce qu'on trouve dans la presse quotidienne régionale et dans la presse quotidienne nationale. Alors il faut comprendre qu'en France, la presse a du mal à survivre et on essaie de leur trouver des moyens de survie. Le moyen de survie, c'est des annonces légales de création d'entreprise doivent être publiées dans la presse. Moi, quand je publie dans l'itinérant, parce qu'au moins j'ai l'impression d'aider les clodos à survivre. Personne n'est jamais allé lire la moindre annonce de création d'entreprise dans l'itinérant, ou alors là, c'est du vice. Mais, donc, par ce mécanisme de soutien stupide de la presse, on rend inaccessibles les données des annonces légales
qui aujourd'hui sont trustés par une société qui en a fait un business, hein, et on n'arrive pas à avoir ça. Et le lobby de la PQR et de la PQN en France est quand même important, donc ça va être un long combat. Je continue. Alors, après ça, les données s'évaporent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les données en open data, elles sont là, vous les publiez, vous annoncez, le lendemain, elles ont changé. Si vous n'avez pas mémorisé ça, c'est parti, d'accord? Donc, l'historique, c'est essentiel, si on veut comprendre. Et nous, ce qu'on essaie d'expliquer à nos clients, c'est que pour comprendre le monde, il faut un film et pas une photo, d'accord? Le cheval, il avance à toute vitesse. Si vous avez la photo du cheval quand il est là, et que vous la gardez, 2 minutes après, en fait, il est là, et vous ne le savez pas, d'accord? Donc, les choses bougent, et je vous montrerai des exemples de choses qui bougent. Il faut comprendre comment elles bougent, et surtout, il faut comprendre ce qui a bougé, parce que c'est ce qui a bougé qui est intéressant. Alors, quand on construit des systèmes à partir des données de l'open data, il y a 2 façons de le faire. On peut le faire à la demande ou en stock. En stock, ça veut dire je vais systématiquement ramasser tout ce qui existe, le stocker chez moi et l'utiliser. Ça veut dire, c'est un exercice coûteux et pénible parce qu'il faut des serveurs pour stocker ça, il faut les mémoriser. Mais une fois que je les ai chez moi, je peux faire plein de choses dessus, notamment je peux monter un moteur de recherche et m'en servir. Il y a une deuxième façon pour accéder aux données qui consiste à utiliser les moteurs de recherche existants et aller chercher les choses au moment où on vous les demande. D'accord ? Ça a l'avantage d'être moins coûteux et plus simple à faire, de marcher sur la terre entière sans problème, mais de ne pas vous donner le même pouvoir de compréhension des données. Et je montrerai un exemple. Donc, Google, c'est un système qui est stock-based, parce que eux, ils ne vont pas se mettre à crawler au moment où vous tapez une requête. Ils crawlent tous les jours, ils mémorisent tous les jours, et au moment où vous posez votre requête, ils vont chercher dans leurs index et ils vous répondent. D'accord ? Donc ça a une puissance extraordinaire, parce que ça leur donne une vraie compréhension de ce qu'est le web et de ce qu'est ce. Ok. Après ça, je voudrais finir sur un tout petit truc entre les... à un moment, les data scientists ont été à la grande mode. Okay, et après ça, on s'est arrêté, on a dit il ne faut plus des data scientists, il faut des data engineers. Voilà. Et donc j'ai essayé de comprendre un tout petit peu la différence entre la data science et le... Donc, les data scientists, c'est des gens qui vont prendre des données, ils savent les extraire et les sortir, ils vont les analyser et ils vont vous présenter une compréhension de ces données qui sera très souvent sous la forme d'un PowerPoint ou d'une interface. D'accord ? Mais ils ont fait un coup et puis ils sont bons, c'est fini. Ils ont analysé, ils vous font découvrir des trucs extraordinaires, comme le prénom le plus important, c'est... voilà. Moi, ma femme s'appelle Chantal, on trouve son âge tout de suite, hein, à partir de son... donc, ça c'est très important et ils font un boulot très important. Les data engineers, eux, ils vont construire des plateformes qui, elles, sont pérennes et qui vont tourner. Et c'est un exercice qui n'a rien à voir avec le premier. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en œuvre, et probablement il faut les 2 équipes l'une à côté de l'autre, le premier qui fait l'étude et après ça l'autre qui la pérennise au sein d'une plateforme et qui la maintient. Voilà un petit peu. Je vous dis un mot de qui on est. On est une entreprise de 200 personnes et quelques. On a 6 représentations en Europe. On a environ 1500 clients et 240 000 utilisateurs. Qui font quoi? On essaie d'équiper l'ensemble du cycle de vente B2B de nos clients. La première chose qu'on fait, c'est on les aide à identifier qui sont leurs prospects potentiels. Je vais comprendre votre business et je vais vous trouver tous les gens qui ont besoin de vos produits ou de vos services. D'accord? Identification de prospects. Une fois que j'ai fait ça, on va vous aider à engager ces prospects, donc à les spammer intelligemment pour qu'ils vous répondent et qu'ils viennent vous voir. Une fois que vous les aurez convertis en clients, on va vous aider à faire croître leurs revenus, d'abord en les gardant comme clients, en luttant contre le churn,
et en faisant de l'upsell et du cross-sell. Et dernière chose, on va vous aider à faire rentrer le cash plus vite, parce qu'en analysant le flux de vos factures et de vos paiements, on est capable de vous dire quel est le bon moment auquel il faut relancer un de vos clients pour qu'il paye. D'accord ? Donc on arrive à améliorer le flux de cash de 10 à 15%. Et quand vous faites ça pour une société qui fait 1 milliard d'euros, donc il y a probablement 250 millions d'encours, ça représente des dizaines de millions d'euros et il y a un ROI immédiat. Donc voilà en 3 phrases ce que fait SideTrade. Alors, nous, là au milieu, on fait quoi? On fait du recueil systématique de l'ensemble des données sur les 10 millions de sirènes et les 2,5 millions d'entreprises commerciales françaises. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on ramasse tout ce dont je vous ai parlé, tout ce qui vient de l'INSEE, du ministère, d'Infogreffe, de l'INVI. Une fois qu'on a ces données, on les intègre, et ça c'est facile, tout le monde fait. Après ça, on a un robot qui, à partir de l'identification d'entreprise, va trouver le site web de l'entreprise. C'est un exercice difficile à faire faire par un robot. Un humain le fait assez bien, un robot a beaucoup de mal. Et on est bon à 95%. Une fois qu'on a trouvé le site web, on va aspirer le contenu en entier. Et on revient tous les matins ou toutes les semaines, suivant la vitesse à laquelle il bouge, pour rafraîchir. On identifie là au milieu les réseaux sociaux, et là encore on va comprendre tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux et le ramasser systématiquement. Et on ramasse d'une certaine façon tout ce que racontent les médias sur les entreprises. Donc là on a de l'information agrégée, et c'est cette information agrégée qu'on va utiliser pour faire des choses intelligentes. Alors qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'on va extraire de l'information de tous ces sites. Cette information, elle est non structurée, mais on va être assez intelligent pour reconnaître ceux qui font du commerce électronique ou ceux qui ont une certification ISO machin, ou quelle est leur heure d'ouverture, etc., etc. Donc ça, c'est du data mining. Ensuite, on va faire du machine learning pour essayer de catégoriser ces entreprises. Par exemple, on est capable de reconnaître une entreprise B2B d'une entreprise B2C. Et puis, on va historiser toutes ces données. Et là-dessus, on va vous fournir un certain nombre de services, et je vous montre ça en 2 minutes sur une démo. Donc là, vous avez le moteur de recherche de SideTrade. Ici, on a 10 millions d'entreprises françaises, 4,5 millions d'entreprises anglaises, 3 millions d'entreprises hollandaises et 2 millions d'entreprises belges. Sur toutes ces entreprises, on a ramassé tout ce que je vous ai raconté. Et au-dessus de tout ça, on a monté un moteur de recherche qui va chercher tout ce qui est dans les informations de ces entreprises, et notamment qui recherche tout leur contenu de leur site web. Et c'est parce qu'on a tout ça chez nous qu'on est capable de le faire. Donc ici, aujourd'hui, on a parlé d'open data. Donc on peut chercher toutes les entreprises qui sont dans l'espace de l'open data. Et là, il faut que je trouve des trucs à vous raconter pendant que mon système mouline et que vraiment bien. J'étais sûr qu'il allait traîner. Voilà. Alors, il y en a 10 427, donc vous n'êtes pas les seuls à vous intéresser au sujet. Okay. Sur ces 10 427, il y en a 4 000 en Angleterre, 3 000 en France, etc., etc. Et à chaque fois, je les trouve. Donc sur chaque entreprise, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Open Data Soft. J'ai une fiche d'entreprise que je vais ouvrir et qui me donne les informations. Alors, ici, ça me donne sa localisation. Ça me donne la description de ce que fait l'entreprise. Et ça, c'est un truc difficile à trouver. On le trouve soit dans les réseaux sociaux, soit sur le site web, et on essaie de trouver le meilleur candidat. Eux, on a dit qu'ils étaient B2B, qu'ils étaient actifs à l'international, que c'était une PME. Voilà. On a un nuage de mots-clés qui caractérise l'activité de cette entreprise. On a les noms des dirigeants. Comment? On a les noms des dirigeants aussi. C'est une bonne question. Est-ce qu'on a les noms des dirigeants? On a les noms des dirigeants, ils sont là. Voilà. Il y a les noms des dirigeants et il y a les noms des employés.
d'accord. Il y a l'adresse, il y a leur présence sur les réseaux sociaux, donc par exemple sur voilà leur activité sur Twitter. Il y a les offres d'emploi qui présentent, d'accord. Et donc ça c'est une information intéressante, le type de boulot, le type de gens qui recrutent. Donc il y a les noms des dirigeants et puis il y a tous les gens, celui-là qui est Data Hunter, je l'ai trouvé sur Twitter, sur LinkedIn et sur le site web, etc. etc. Les données sont stockées en Europe quand même. Comment? Ces données-là sont stockées en Europe. Ces données-là, j'ai pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux pour les chercher. D'accord? Nous n'avons pas le droit d'aller sur LinkedIn pour les chercher. Donc nous les prenons par une autre source, qui est les moteurs de recherche, qui nous permettent de les lire. Ma question était sur le stockage de ces données personnelles. Oui. Est-ce que vous les stockez bien sur un serveur en Europe? Oui, on a fait. Oui, bien sûr. On était dans un serveur qui était dans le nord de la France, vous voyez chez qui. Voilà. Donc on écrit sur le RGDP dans tous les sens. Ici, on a un espèce de graphe qui fournit un certain nombre d'informations. Là, les projets de recherche sur lesquels ils travaillent. On voit qu'ils ont 3 établissements. On a des chiffres qui sont vieux, parce que depuis 2014, ils sont plus obligés de déclarer, donc le dernier chiffre était 2014. En revanche, c'est l'INSEE, c'est le fichier Sirène qui nous donne une fourchette de leurs effectifs. On voit qu'ils ont fait une levée de fonds en 2015 de 1,5 million et en 2016 de 5 millions. Donc ils peuvent dépenser pas mal. Et on voit leurs annonces Bodac. On voit les marques qu'ils ont déposées, comme je vous l'ai dit, on voit l'INPI. On voit l'activité de leur site web et on voit les gens qui leur ressemblent. Et les gens qui leur ressemblent, c'est des gens dont le type d'activité est similaire. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une fiche entreprise. Celle-là est bien fournie, elles ne sont pas toutes aussi bien fournies. Alors si je me restreins, on va se restreindre à la France, et notamment 2,5 millions d'entreprises commerciales françaises. Voilà. Donc là maintenant j'ai plus que 2,7 millions. Et à partir de là, je peux faire d'un seul coup ce qui s'appelle une firmographie. J'en suis où, bonne du temps? 5 minutes avec les questions, okay. si c'est possible. Je peux faire une firmographie qui me donne d'un seul coup une image de ces 2500 entreprises. D'accord? Donc ici, il y a la distribution des revenus de ces entreprises. Ici, il y a la distribution de leurs effectifs. Ici, il y a la distribution de leur âge. Là, il y a la distribution de leur code NAF. Là, il y a la répartition entre B2B et B2C. Donc les entreprises qui s'intéressent à l'open data sont plus dans le B2B que dans le B2C. Il y a leur statut juridique. Il y a leur présence sur les réseaux sociaux. Il y a leur audience Facebook et il y a leur distribution géographique. D'accord? D'un seul coup, quand j'ai trouvé le sujet qui m'intéresse, je peux, avoir une espèce d'image qui me dit voilà les gens qui m'intéressent. Si je rentre là-dedans la liste de mes clients, je vais trouver de la même façon l'ensemble des entreprises qui, je vais trouver une espèce d'image de mes clients et de leur comportement. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de choses qui bougeaient et je voulais vous montrer juste un petit truc. Alors là j'ai mes listes, j'ai des listes d'entreprises et j'ai ce qui s'appelle des listes dynamiques. Alors les listes dynamiques, c'est les entreprises sur lesquelles on a posé un petit robot qui toutes les semaines va voir la taille de la liste en question. Et après ça, on peut voir à quelle vitesse elles bougent, ces listes. Alors, par exemple, si je regarde là, j'ai les entreprises qui font de l'intelligence artificielle en France. Alors, j'en ai trouvé 23 000, d'accord, et je peux voir leur histoire et la façon dont elles bougent dans le temps.
et je peux le voir graphiquement. Et donc, semaine par semaine, voilà comment mon ensemble des entreprises de l'IA en France bouge. La petite montée verte, c'est les nouvelles qui sont arrivées dans l'ensemble, et le rouge, c'est celles qui sont sorties. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que ça varie de 4% par mois. D'accord ? Donc, ces ensembles d'entreprises ont une grande dynamique, une grande volatilité. D'accord ? Donc, si par exemple, mon business, c'est je suis dans le recrutement et je suis spécialisé dans l'IA et je veux aider ces entreprises à trouver, je vois que j'ai intérêt à avoir des choses qui bougent. Ensuite, j'ai intérêt à voir les dernières rentrées, parce que c'est là qu'il se passe des choses dynamiques. D'accord ? Donc chaque fois, si c'est les prospects pour moi, mon intérêt, c'est de regarder les derniers qui viennent de rentrer dans l'ensemble et de suivre une dynamique, donc de suivre un film et pas une photo. Voilà. Alors, je suis, j'espère que ça s'entend, amoureux de mon produit, donc je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci. On a quand même 2-3 minutes pour aller quelques questions, le temps de changer. Vous parlez d'open data, du coup, toutes ces données sont bien des données publiques ou vous avez des sources privées? Alors, dans notre cocktail, il y a peut-être 50% d'open data, il y a 45% de données trouvées sur le web qui n'ont pas un statut nécessairement d'open data. Le site web d'une entreprise, c'est pas d'open data. Hein. Voilà. Et puis il y a 5% qu'on achète à droite à gauche. Donc, et on mélange tout ça. Ouais. Est-ce que votre outil il arrive à distinguer les filiales d'une grande entreprise? Les filiales ou les entités? On a les données, on a les relations filiales-entreprises. On les achète. Okay. Je ne sais pas les reconnaître. Hein. On les achète. Est-ce qu'on peut accéder au résultat de votre mélange de toutes ces open data? Est-ce que vous pouvez utiliser le système? Non, oui, vous pouvez, il suffit de payer.